bienvenue à un autre épisode de La Meute. Aujourd'hui, on parle de l'habitation en région. En deuxième portion d'émission, Louis-Philippe Gélinobusque et Jean-François Lévesque vont discuter du fameux débat gros contre petit. On revient avec notre segment La Nouvelle qu'on a de poignée dans les dents. On a une chronique culturelle avec Benoît Ouellette qui va nous parler entre autres d'église. Et dans un instant, Sylvain Dionne et Jean-François Lévesque vont discuter de l'occupation du territoire. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Aujourd'hui à La Meute, on parle d'habitation en région. Et on ne peut pas parler d'habitation en région sans parler de l'occupation du territoire. Pour en discuter, j'ai avec moi Sylvain Dionne. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François Lévesque. Bonjour. Bonsoir. Ça deviendra un classique, je pense, de La Meute. Cette petite réponse-là, moi, je l'aime beaucoup. Et c'est aussi pratique pour peu importe qui écoute l'émission à quel moment de la journée. Voilà. Mais je me tourne tout de suite vers toi, Jean-François. Est-ce qu'on occupe bien notre territoire en région, selon toi? Alors, pour bien répondre à ta question, Mathieu, je pense que non. Le territoire mériterait d'ailleurs une maximisation et une appropriation de la part des citoyens et des entrepreneurs locaux, j'entends par là les MRC et les municipalités, pour mettre en application les outils pour mieux définir les plans qui définissent le territoire et le milieu de vie qu'on occupe. Mais toi, en tant que citoyen, quand tu te promènes dans les rues de Rivière-du-Loup ou au Bas-Saint-Laurent, quel semble être le besoin le plus criant ou du moins la lacune la plus importante? Je trouve qu'on habite moins ou plus notre territoire. Lorsque, exemple, on voit des fuites de services de proximité. C'est malheureux, mais on peut prendre par exemple l'île verte où il y a une perte d'épicerie. Alors, on peut se questionner, notamment si c'est le début de la fin. Parce que c'est les flux, la mobilité des gens qui se promènent vers les centres, est-ce que ça dénote un affaiblissement un petit peu de la structure économique? À partir de ce moment-là, où ça va s'arrêter, c'est la question aussi. Bien, moi, ce qui me préoccupe, je pense qu'on n'occupe pas si mal le territoire. J'aime bien le terme maximisation, mais je pense qu'on ne l'occupe pas si mal que ça. En guillemets, parce que le terme, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, on l'exploite peut-être pas bien, notre territoire. On a un vaste territoire à occuper, on a nombre de municipalités. La vocation des municipalités s'est transformée au fil des ans. Oui, il y a des impératifs économiques qui sont entrés en ligne de compte, qui font que, par exemple, à l'île verte, comme ailleurs, à Saint-Épiphane, par exemple, il y a un établissement hôtelier qui était une institution à l'époque, où j'étais jeune, ça fait longtemps, qui est à vendre présentement. Je regarde ça, je me dis, bon, OK, on peut soit se désoler ou se dire, ça évolue. Je me dis, bien, peut-être que c'est une marque d'évolution. Peut-être que les gens, leurs impératifs dans l'occupation de leur municipalité, je ne parle pas nécessairement seulement de territoire, dans l'occupation de leur municipalité, sont allés à autre part. Parce que, bon, on parle de municipalités dévitalisées, mais est-ce qu'elles sont vraiment... Ben oui. J'allais poser la question qui tue, est-ce qu'elles sont vraiment dévitalisées? Est-ce que ce n'est pas plutôt un choix des citoyens qui y habitent de résider dans un monde, dans un milieu à part, un peu à l'écart? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense qu'on n'occupe pas si mal le territoire que ça. Il y a de nouvelles tendances qui se dessinent. On voit poindre de nouvelles façons de faire. Il n'en reste qu'à nous maintenant de promouvoir ces nouvelles façons de faire-là. Je pense à Saint-Rita, qui est une municipalité considérée dévitalisée. Bien, il y a des choses quand même intéressantes qui se font là, qu'on voit poindre, qu'on ne verrait pas ailleurs. Peut-être qu'on peut tirer exemple là-dessus. Le départ de l'épicerie à l'île verte dont tu parlais, peut-être que c'est l'occasion d'amener quelque chose d'autre, de nouveau. À Saint-Arsène, il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait pas de café. Il y en a un maintenant. À Cacouna, à un moment donné, il n'y avait plus rien qui se passait à Cacouna. Bien, on arrive avec une nouvelle boutique qui existe maintenant, qui occupe un créneau que personne n'occupait. Ben, je me dis, c'est intéressant, ça amène des éléments différents, ça crée de nouveaux dynamismes, ça amène de nouveaux types de commerce. Au portage, même chose.
Il n'y avait plus de dépanneurs, plus de café, plus rien. Il n'y a pas plus de dépanneurs à ma connaissance, mais au moins, il y a un petit café qui a démarré là, ce qui amène un élément de plus à la diversité. Ce que ça nous ramène, Sylvain, justement, à la question de l'habiter et vivre. Oui. On pense à Kakuna, c'est des nouvelles personnes qui sont allées y vivre. Les initiatives à Saint-Arsène, c'est des gens qui ont acheté une nouvelle demeure, qui ont décidé de faire un projet là. Alors, il y a un flux, il y a une mobilité qui se transpose là, à condition que les gens de ces municipalités-là consomment localement aussi ces services-là. Oui. Parce que à partir de ce moment-là, où il y a une mobilité des flux économiques, ces gens-là, même bienfaisants, qui démarrent des projets, vont se retrouver à un moment donné à plus avoir des ressources pour continuer leur projet. Donc, cette façon-là de mobilité des flux, on le voit souvent, notamment quand on voit à l'épicerie. Là. Il y a autre chose à poser comme question, parce que d'un côté, toi, tu parles justement de la responsabilité citoyenne, au niveau de la vitalité régionale, là, au niveau de est-ce qu'on occupe bien ce territoire-là, et de ton autre côté, toi aussi, tu reviens quand même avec le rôle que le citoyen doit jouer pour bien occuper son territoire, mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité que cette responsabilité-là tombe un peu sur les épaules des MRC, des municipalités, de créer un environnement qui serve à accueillir le monde, finalement? Je pense qu'il y a une... En tout cas, on saura s'obstiner s'il le faut. Moi, je pense que les MRC, oui, les municipalités ont un rôle à jouer, mais à quelque part, c'est toi qui l'occupes, le territoire. C'est toi qui y vis. Bon, oui, il y aura des cadres, il y aura des façons de faire, il y aura des éléments, de la réglementation, mais au-delà de la réglementation, je pense qu'il faut que toi, tu aies le goût de faire vivre ta municipalité. C'est pour ça qu'il y a des comités citoyens, qu'il y a des comités, des comités d'animation communautaire qui se créent. Ça démontre que les gens ont une vitalité, désirent exprimer leur vitalité. Maintenant, si on se fie uniquement sur les MRC, les municipalités, pour développer des choses, on peut attendre longtemps. Là. Est-ce que cette question-là, Mathieu, se pose parce que justement, notre niveau de population à la grandeur du territoire que l'on occupe, c'est pour ça qu'on s'interroge là-dessus maintenant. Si on se base, exemple, en Europe, où historiquement parlant, les gens se déplaçaient à cheval, de se taper 3 heures à cheval pour aller chercher du pain, c'était difficile. Alors, il y a une boulangerie qui s'ouvrait, puis on a densifié vers le haut, au lieu d'y aller vers le large. Et nous, au Québec, on est une collectivité plus jeune, là, historiquement parlant. On s'est inspiré beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis. Là où l'apparition du véhicule est arrivée, les déplacements, parce que ici aussi, on vivait à cheval. Donc, il y avait beaucoup d'activités économiques, que ce soit la pêche, l'agriculture, la foresterie, les petites usines, les petits moulins, mais que tout le monde travaillait, du moins, ils gagnaient peut-être pas une fortune, mais au moins les gens vivaient. Alors qu'aujourd'hui, le véhicule permet de dire, par exemple, j'étais à 1h15, 1h30 de voiture de Montréal, je vais dormir là, mais je me déplace après ça dans le grand centre puis consommer mes services. Alors, il y a eu une explosion des banlieues. Et notamment, un des facteurs que ça a fait aussi, si on regarde aussi les terres agricoles, c'est que quand on a fait cette explosion-là au début des années 80, ça a mangé beaucoup de nos terres agricoles et il en reste peu, 2 à 3 %. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la loi de la protection du territoire agricole qui est apparue. Et ensuite de ça, les MRC. Donc, il y a eu une logique de dire « Oh, si on ne protège pas notre territoire, si on ne développe pas des MRC pour mettre des décideurs ensemble pour voir comment organiser ce territoire-là, comment on vit ensemble, comment est-ce qu'on préserve nos terres agricoles, même s'il n'y a aucune activité. » Parce que les protéger, c'est pas juste sur 10-15 ans, c'est sur une vie. Là. Si on veut nourrir, là, c'est un besoin fondamental. Peut-être pour ça aussi qu'on se pose cette question-là. Parce que le territoire est trop grand. Mais en même temps, le débat est très vaste. Le débat est très vaste. Moi, j'aimerais ça ramener à l'échelle locale et régionale, Bas-Saint-Laurent. La problématique qu'on vit ici d'étalement urbain n'est pas aussi importante que celle qu'on peut vivre à Montréal ou à Québec. Maintenant, justement parce qu'on n'en est pas encore à ce stade de l'étalement urbain, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder des avenues qui nous permettent de mieux occuper notre espace, de maximiser notre espace. Il y a des options intéressantes. On parlait services de proximité. Oui, on perd dans certains lieux des services de proximité. Quel est le sens du terme proximité? Pour certaines personnes, faire 30 minutes de route pour aller faire son épicerie, ça demeure quand même un service de proximité. Donc là, je me dis, bon, est-ce qu'on exagère sur la notion de service de proximité versus qualité de vie? C'est certain que ça prend des éléments de base. Bon, dans un milieu. Mais quand on voit qu'il y a des gens de Rivière-du-Loup qui vont faire le plein à Pointe-Négamouk, parce que ça coûte moins cher qu'ici,
Ça lui coûte quasiment plus cher aller juste faire une teinture. Même pas. C'est ça le pire. En définitive, quand on le fait, l'exercice, ben, on se dit, on est avantagé. On vit sur un territoire que je pense on occupe quand même pas si mal. On maximise l'ensemble des ressources. Mais je vais revenir à un aspect qu'on oublie souvent. Il y a de l'animation qui se fait. Il y a une occupation dynamique qui se fait via notamment, quand on parle de maximisation, les jardins communautaires qu'on voit poindre, qui pour moi sont une façon d'exprimer dans les communautés une manière d'occuper, d'utiliser, de maximiser le territoire dont on dispose plutôt que d'y aller très largement. Je pense aux toits verts qu'on commence à voir poindre dans la région aussi. Des utilisations qu'on réservait aux grands centres, qu'on commence à voir poindre ici. Bien, je trouve ça intéressant. Je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés et sensibles à une occupation qui soit cohérente du lieu qu'ils occupent. Mais là où on voit justement, encore une fois, un intéressant retour du balancier, c'est que quand on parle de l'occupation du territoire, ça s'est souvent fait de manière très évolutive, très en fonction des besoins. On a une voiture, bon, pas de problème, on va étendre notre vie urbaine, puis on va créer les banlieues. On a, encore une fois, une vision élargie de notre territoire, donc on n'a pas de complexe à aller consommer à 30-45 minutes d'ici. Ouais. Donc, à quel moment est-ce qu'on dit, est-ce qu'il faut conditionner cette dynamique-là et dire, laissons les lois naturelles du consommateur, du citoyen se mettre en place et par lui-même va trouver des solutions? Ou est-ce qu'il faut un peu là, le diriger dans la bonne direction pour que l'occupation du territoire fonctionne réellement avec une stratégie et non pas par réflexe? Parce qu'il y a quand même un coût à occuper le territoire, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même des services à offrir. Il y a quand même un étalement urbain, même si on n'est pas comme à Montréal, mais il y en a quand même un peu, là, on s'entend. Là, il y a des terrains à vendre en arrière, dans des boisés, là, notamment en arrière de Saint-Antonin, mais dans d'autres villages. Donc, il y a quand même une tendance à vouloir étirer le périmètre urbain, de vouloir quand même dire, oui, mais je veux mon lopin de terre, quand même, que je suis à 6 km, mais transport scolaire, il faut qu'il y aille maintenant, là, depuis qu'il y en a plus, il faut qu'il y aille là, il faut l'asphalter, il faut le déneiger. Les gens, après ça, ils créent une pression. Exemple, on prend un exemple de notre village. L'exemple, notre rang du portage sont 1200 habitants. Là. Bon, ça va bien, ils ont comme, on appelle ça les coûts en escalier. Donc là, ça va bien, ils vont avoir 200 de plus, 1400, 1500, ça va bien, ça continue, on est capable il y a assez de revenus, mais pour le même niveau de service. Mais s'il y a un éclatement à 2000, 3000 demain matin, là, il y a une pression là, qui se fait beaucoup sur le même niveau de service. Alors, il faut créer. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme demande? Une plus grande piscine, il faut créer un dépanneur, il faut avoir. Alors là, explosion des coûts, puis après ça, ils vont retrouver un équilibre. Alors, à partir de ce moment-là, ça a quand même un coût. L'aqueduc, on peut toujours mettre des. Tu sais, le privé peut toujours mettre son puits, s'occuper de ses affaires, mais à un moment donné, la collectivité paye dans son ensemble via son impôt foncier aussi. Mais si on en arrive, est-ce que c'est... je me pose la question comme ça, mais on prend l'exemple de Notre-Dame du Portage, mais peu importe le village. Oui, peu importe le village. Le village X. Mais supposons que, écoutez, pour différentes raisons, tel village ou tel village connaît un boom. Est-ce que c'est négatif de devoir installer un dépanneur, une station-service, peut-être une petite épicerie? Je ne pense pas. Non. Au contraire, ça vient contribuer à la vitalisation de ce territoire-là. Ça vient créer un engouement, ça vient créer une animation. Ça vient donc centraliser les gens qui vivent autour au cœur d'une municipalité. On crée un cœur. C'est ça qui manque actuellement nos municipalités, c'est un cœur. Pour ramasser le parvis de l'Église qu'on retrouvait dans le temps, on ne l'a plus. On essaie de le réinventer peut-être ici, mais on ne l'a plus. Ce qui fait que les gens se dispersent. Je vais aller à un extrême. Maintenant, notre territoire, c'est plus le parvis de l'Église, c'est Internet. Alors, c'est quoi le territoire qu'on occupe? On peut occuper le monde si on veut. Voyons. Excusez, il y a un petit moustique qui m'agace depuis tout à l'heure. Le moustique a justement d'occuper le territoire. Il aime beaucoup, il occupe mon territoire pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais réagir tantôt, mais il en reste pas moins que occuper son territoire, on peut le faire de différentes façons. Il y en a qui l'occupent via Internet. Mais essentiellement, ce qui est important, c'est de l'occuper près de soi. Quand je parle de cœur, c'est ça. Les gens, actuellement, sont portés à délaisser ce cœur-là au sein de leur communauté, parce que tout le monde leur est allé de voir, tout le monde leur est ouvert. Mais si on ramenait au cœur des municipalités, justement les services dont on a besoin,
ça permettrait une occupation, une maximisation des ressources tout près. Il y a une foule de projets qui s'en viennent. Puis, en tout cas, dans la nouvelle poignée d'aidants, tout à l'heure, je parlerai d'un projet, justement, qu'on ne soupçonne pas. Il y a des projets qui sont là, qui n'attendent qu'on les assimile, qu'on se les approprie, ce qu'on n'ose plus faire maintenant. On laisse à d'autres le choix de décider. Bien, les communautés qui sont les plus actives maintenant, les petites communautés qu'on dit dévitalisées, ce sont celles qui souvent sont les plus créatives. Je reviens à mon exemple de Sainte-Rita avec le nom m'échappe. Voyons. Ils produisent, bon, il y a des champignons, il y a toutes sortes de choses là. Mais pas rien que ça, il y a de l'érable, produit de l'érable aussi. Bon, il y a des gens qui ont trouvé un créneau, qu'on soit d'accord ou non, mais ça crée un engouement, ça attire l'attention, ça anime le milieu. C'est ça qu'on ne sait plus faire, animer notre milieu. Mais est-ce que les communautés ont les pouvoirs pour le faire? Dans le sens que là, présentement, oui, ils en ont une partie, mais n'empêche qu'il y a quand même une tendance à centraliser des services, beaucoup. Je parle des services publics notamment. Oui. Les communautés sont dictées par des règles au niveau du ministère à préserver telle chose, donc ils sont centrés sur le zonage, donc ils peuvent définir. Oui. Alors, est-ce qu'on peut passer par le pouvoir du leadership, de dire qu'au lieu de passer par le pouvoir législatif, de légiférer, est-ce que c'est pas tout simplement de dire, bon, ben parce que centralisé, on s'entend, c'est tous les pouvoirs rendus au ministère qui connaît moins la réalité centrale. Ce qu'on donne aux élus de dire, nous, ben, notre territoire, on le développe comme ça. Je vais poser une autre question. C'est quoi une communauté? Par qui s'est formée une communauté? Normalement, c'est par les gens qui l'habitent. Ah ben voilà. Bon, à quelque part, je me dis, oui, il y a des règles qui viennent d'ailleurs, mais la responsabilité d'animer une communauté appartient aux gens qui l'occupent, cette communauté-là. Si les gens ne veulent pas l'occuper, ne veulent manifester aucun dynamisme, sont apathiques, ben ça va donner un village apathique. Mais si on a des gens qui sont prêts à faire un bout à l'intérieur ou à l'extérieur des règles, moi c'est jamais ça qui m'arrête, à l'intérieur ou à l'extérieur des règles, pour faire vivre une communauté, ben là on va assister à quelque chose de très différent. Mais le problème reste le suivant, cependant, comment est-ce qu'on réussit à trouver un dénominateur commun qui va faire qu'une communauté disparate au sein de ses valeurs, au sein de sa manière d'être, au sein de la diversité de ses membres, va décider, ben sais-tu, tel endroit, on décide de l'occuper, on décide de l'investir. Il est là un peu le problème pour moi, parce que faute d'avoir... Auparavant, on avait le parvis de l'Église, comme tu l'as mentionné auparavant, mais qui venait avec sa gamme de valeurs, qui venait avec cette destination de facto hebdomadaire. Mais là, où est-ce qu'on trouve cet exemple-là parfait? Où est-ce qu'on trouve cette mesure-là qui va faire d'un village à un autre? Voici votre lieu communautaire, voici votre lieu de rassemblement. Toute la pression. Non, c'est parce que j'ai un ballon dans les mains, mais là, je passe. Là. Ben oui, je te le passe. Je l'attrape. Je vais se péter le nez avec. Je vais ramener à quelque chose que j'ai vu, moi, dans mon quartier. Tant qu'à ramener à la petite échelle, quelque chose de merveilleux qui s'est produit dans mon quartier, puis je le nomme, c'est un voisin de chez nous qui a fait des belles Adirondacks de couleur. Il les a mis en rond. Il aurait pu les mettre de façon droite pour les vendre et tout ça. Il les a mis en rond. Qu'est-ce que ça a créé en rond? Les gens marchent. Puis moi, le premier, j'ai le goût d'aller m'asseoir dedans. N'essayez une. J'ai le goût, là. Hey, la bleue, là, elle est à mon goût. Je suis allé voir le monsieur. Je dis, on pourrait se faire un projet. On pourrait garder les Adirondacks de couleur. On en ferait quelques-unes. Puis on les répartirait dans notre quartier, à savoir 3 chaises. Puis on créerait des bancs de quartier, des bancs de voisins. Donc, les bancs de voisins en rond, de créer des petits pôles de discussion, à dire, exemple, ces bancs à utiliser sans modération pour la conversation et la réflexion et autre chose. Fait que je me disais, on pourrait planter ça dans un territoire privé, ça pourrait être un privé peut-être à vérifier, mais qui l'installe devant chez lui, mais qui permettent aux gens qui marchent de venir s'asseoir parce que les points de chute, mais en rond, 3 bancs, c'est-à-dire on Dax, on m'entend s'asseoir dedans. Oui, c'est une bonne idée. Il ne reste plus de temps. Mais il reste malheureusement plus de temps. C'est parce que j'avais juste une chose à dire. Tu as posé une question tout à l'heure. Oui, apparemment. Moi, je vais te provoquer en disant, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une concertation, une vision commune et dire, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Ce qui fait la richesse d'une communauté, c'est justement qu'il y a des idées différentes, diversifiées, qu'on puisse en discuter. C'est ce qu'on faisait sur le parvis de l'Église. Maintenant, on se retient. Moi, je ne tiens pas à un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est l'espace que l'on occupe, que l'on souhaite
occupé. Maintenant, cet espace-là, comment on le veut, c'est la diversité des idées, des points de vue qui vont le rendre vivant. Je ne suis pas d'accord avec le principe du dénominateur commun. Sauf le fait qu'il faut réunir le monde. Voilà. Ben, c'est déjà un point de départ. Et c'est déjà tout le temps qu'on avait pour discuter de l'occupation du territoire. Dans un instant, le segment, la nouvelle qu'on a de poignée dans les dents. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Comme à chaque émission, on a un segment qui s'appelle « La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents ». Une nouvelle qui mérite, selon nous, plus d'attention médiatique ou un autre type d'attention médiatique qu'elle a reçu. Et pour commencer ce segment, je me tourne vers Louis-Philippe. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors, tu nous as choisi cette semaine une nouvelle particulière, en fait, qui est sortie ce matin en date du tournage du 7e épisode. Oui, effectivement. La nouvelle que j'ai retrouvée en fait sur Internet, c'est la viande transformée est cancérigène, selon l'OMS. L'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est pas un organisme qu'on prend à la légère, on s'entend. Et eux ont fait une recherche. En gros, ce que l'article dit, c'est qu'ils ont fait une recherche et en prenant 800 études à travers le monde, il en est venu à la conclusion que manger de la viande rouge, donc là, on parle du bœuf, mais aussi du porc, du veau, du cheval et tout ça. De l'agneau, de la chèvre aussi. Ouais. Donc, toutes ces viandes-là, quand ils sont d'élevage industriel, donc ils ne sont pas nourris avec de l'herbe dehors, ça fait en sorte qu'il y a plus de chances d'attraper le cancer, pas d'attraper le cancer, d'avoir le cancer, ça ne se tape pas. Et aussi, toutes les viandes aussi qui sont transformées, donc la saucisse et les charcuteries. Et moi, quand je lis ce genre de nouvelles-là, c'est juste un argument de plus pour pas nécessairement cesser de manger de la viande. Comme l'article aussi le dit, c'est pas de devenir végétarien. Ça peut être une bonne chose, mais l'article, lui, il dit de plutôt réduire son niveau de viande. Et moi, je pense que quand on sait que, ça a une tangente vers avoir le cancer et qu'en plus, c'est la plus grosse cause des changements climatiques, c'est l'élevage industriel. Puis, il y a aussi toute la maltraitance ou juste la façon que les animaux sont traités. Comme je vous donne un exemple, les porcs, ils ne peuvent pas se retourner quand ils sont en élevage industriel. Ils sont dans une cage, puis ils ne peuvent pas se lever debout. À un moment donné, ça remet tout ça en question. Donc, moi, ce que je conseille aux gens qui écoutent La Meute, pour en arriver à ça, c'est de réduire la consommation de viande. Et moi, je le fais en ce moment. Chaque fois que je mange de la viande, je l'apprécie beaucoup plus. Puis j'en mange pas tous les jours, puis ça devient un petit moment spécial avec ma nourriture. Au lieu d'en manger comme avant, j'en mangeais tous les jours. Fait que je pense que c'est un conseil que je vous donne en tout cas. Mais il y a une question, ce que tu soulèves, c'est intéressant parce que le docteur Richard Béliveau, justement, à ce sujet-là, qui a écrit Aliments contre le cancer, a livré puis qui dirige d'ailleurs un centre d'information en matière de cancérologie, livrait l'information suivante. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les gens d'en consommer, principalement les viandes transformées. Donc, tout ce qui s'appelle charcuterie, oui, d'accord, c'est même considéré, c'est placé sur le même niveau que l'alcool et la cigarette, présentement. Au niveau des viandes rouges, c'est 2 niveaux plus bas. Je résume et je vulgarise très, 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 très grossièrement. Ce qui ne veut pas dire qu'on devrait cesser. Mais quand on place les proportions en conséquence, c'est là qu'on se rend compte que bon sang, il y a peut-être un peu d'abus, mais j'ai répondu à un commentaire d'un collègue aujourd'hui. Moi, je lui disais, écoutez, j'ai un saucisson qui m'attend, je vais en profiter. Mais il lui disait 1 once de charcuterie. C'est pas extrême. Mais vous mangez la moitié du saucisson, là, il y a des risques de problèmes. Viande rouge, c'est une portion de 4 onces, 3 à 4 onces, maximum, pas par jour, par semaine. Essentiellement. Alors, tout est dans la mesure, mais ça, je trouve ça intéressant qu'on nous amène ceci, parce qu'à quelque part, ça touche aussi tous les aliments qu'on consomme. La modération a bien meilleur goût en tout. Si on va à l'extrême, c'est comme quelqu'un qui se nourrirait tous les jours de kiwi. De kiwi, par Supposons. exemple. Il deviendrait vert. Absolument. Rapidement, avec des plein de grains partout dans la figure. Donc, mais c'est ça, mais tu soulèves une sacrée belle nouvelle qu'on nous arrive avec enfin quelque chose de vraiment
confirmé. Ça ne dit pas de passer à Non, l'extrême. non, là. exactement. C'est juste comme, regarde, soyez conscients que c'est intense, là, comme on en mange à Oui. tous les jours. Oui, Tu sais. oui. Puis c'est de réduire. Là. Oui, j'aime vraiment ça parce qu'au moins, pour une fois, c'est documenté. Puis c'est documenté de manière internationale. Ça ne vient pas d'un tel ou d'un tel. Mais j'aime beaucoup ce que tu nous apportes. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a touché aujourd'hui, cette nouvelle-là. Cependant, Parce que je consomme beaucoup de saucissons. mais aussi, ça permettra peut-être sur une pierre tombale d'écrire « Mort à coups de saucisson Ben, c'est Et ça. ça rajoutera un peu de poésie. ICJ, un saucisson. Voilà. Mais on reste dans le domaine de la nourriture. Ouais. Parce que toi aussi, ta nouvelle Mais poignée oui. d'un dent a rapport avec la Ben, nourriture c'est locale. dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est sûr, mais puis c'est local. C'est Malbrou qui a annoncé, bon, on en a parlé un petit peu, mais moi, je trouve que ça vaut la peine d'aller plus loin. Prendre l'expansion ouvre une première ferme malterie franchisée. Habituellement, les franchises, on retrouve ça dans le domaine, ben, la plupart du temps, pas seulement, mais la plupart du temps, soit dans le domaine alimentaire, la restauration, dans le domaine de la mécanique, par exemple, on en voit aussi. Mais là, ça vient de l'extérieur. Là, c'est le contraire. C'est une entreprise agroalimentaire d'ici, établie à Témiscouata-sur-le-Lac, qui vient de démarrer un réseau de franchises Malbrou. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on fait? On produit du malt pour les brasseries artisanales. Et on produit un malt de spécialité, dans ce cas-ci particulièrement, le malt caramel, qui peut être fait à partir de blé, de seigle ou d'orge, selon ce qu'on souhaite, mais toujours catégorie caramel. Ce qu'on a fait, plutôt que de choisir de vendre des équipements, parce qu'on a développé des équipements chez Malbrou, on s'est dit, bien, regardez, vendre des équipements, puis on n'est pas sûr du produit, c'est pas nécessairement notre marque de commerce. On va, oui, exporter notre expertise, notre technologie, mais on va aussi former les gens. Alors, il y a une première ferme, la ferme Co-Laflamme, qui est située à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage, qui opère depuis le mois d'août dernier une malterie sous la bannière Malbrou. Et je trouve ça fantastique qu'une franchise démarre ici pour se rendre ailleurs. Puis connaissant Cindy Rivard et son conjoint Danny Bastille, je suis certain que ce n'est pas la seule franchise qui va s'ouvrir. Ces gens-là sont extrêmement dynamiques. Ben, moi, je suis fier de voir que des gens d'ici exportent leur technologie, leur expertise ailleurs, dans d'autres régions du Québec, pour desservir des brasseries artisanales. Et des brasseries artisanales qui nous livrent d'excellents produits, de très bons produits. D'ailleurs, j'étais certain qu'on était au Fou Brassant ce soir. J'en aurais profité parce que, bon, écoutez, j'en aurais profité. En fait, Au moins, de un verre. Là. Faire le lien. Là, T'as un verre juste ici, donc déjà ça peut être un rappel. Bon, là. écoutez, c'est quand même bien. Mais la mission de Malbrou est de produire du malt et on a décidé de mettre de l'emphase sur cette mission-là. Mais non seulement de la promouvoir seulement ici, de porter l'expertise qu'on a ailleurs au Québec. Moi, je trouve ça absolument génial. C'est une façon aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise, d'assurer un degré de qualité dans la production du malt et donc d'assurer un degré de qualité dans le brassage de cette broue qu'on aime bien savourer, qu'elle soit blonde, rousse ou noire, qu'on aime bien savourer à l'occasion. Alors, félicitations à Danny et à Cindy. En passant, l'objectif des propriétaires, c'est d'atteindre une production annuelle, je me fie au communiqué ici, de 1250 tonnes de malt pâle d'ici 5 ans. Et actuellement, combien vous pensez qu'on évalue pour les microbrasseries du Québec les besoins en malt? Peut-être 12 000 tonnes. C'est en plein ça! Il a lu la même nouvelle. Il lit à l'envers, lui. Donc, 12 000 tonnes par année. Alors, imaginez-vous, il y a quand même un très bon marché. Il y a un très bon marché. Il y a un très bon marché et je me tais parce qu'on fait signe. Finalement, peut-être justement une nouvelle qui permettra d'englober la tienne aussi. Facebook a annoncé aujourd'hui, en date du tournage, que dorénavant, il ferait place à davantage d'informations régionales grâce à un système de géolocalisation. Localisation. En tout cas, les choses proches, finalement. Et puis, là où ça va devenir très intéressant, c'est que dorénavant, vos émissions de télévision, supposons sur une chaîne de télévision communautaire, si vous suivez la dite chaîne, vous pourrez recevoir des renouvellements ou du moins recevoir des notes pour vous dire telle émission est en train d'être jouée. Mais en plus, ça vous donnera accès à la météo plus régionale, mais aussi à tous les événements locaux au niveau des villes, au niveau de la culture, etc. Donc, malgré le fait que Facebook est une grande entreprise,
on pourrait voir au cours des prochaines années une nouvelle tendance au sein des médias sociaux vers la supra ou la régionalisation extrême, disons-le comme ça. Excellent. Ben, entre-temps, nous, on va aller déguster un bon saucisson produit localement, accompagné d'une bière faite à partir des maltes de Malbec. Bien d'accord, un bon trio. C'est déjà tout pour le segment La Nouvelle qu'on a de Poignée dans les dents. Ça m'a mis en appétit. Et dans un instant, justement, une autre discussion très savoureuse sur gros contre petit lorsque l'on parle d'habitation en région. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Pour ce deuxième segment de discussion sur l'habitation en région, on se pose une question un peu galvaudée, gros contre petit. Et pour nous joindre à cette discussion-là, on a Louis-Philippe Gélineau-Busque. Bonjour encore une fois. Salut. Et Jean-François Lévesque qui revient pour un deuxième tour pendant cet épisode. Ça fait plaisir, Mathieu. Je vais commencer tout de suite avec toi, Louis-Philippe, parce que tu viens de terminer un dossier de 6 pages sur les tiny houses. Quand je te pose la question, est-ce que c'est mieux petit que gros quand on parle d'habitation? Qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, ça doit être relatif à chaque personne ou à chaque famille. Donc, le dossier sur les tiny houses, ça doit pas... D'après moi, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais sachant que le Canadien moyen utilise beaucoup plus de ressources que, par exemple, si tout le monde était Canadien sur la planète Terre, ça ne fonctionnerait pas. Sachant cela, ben, je me dis que les prochaines générations n'auront pas le choix de consommer différemment et ça doit venir en consommant moins. Donc, vivre dans une grosse maison, forcément, ça t'oblige à consommer plus que de vivre dans une petite maison. Là, l'idée des mini-maisons qui sont un style de vie qui est différent de ce qu'on a. Tu sais, c'est un peu aussi le modèle le rêve américain, c'est un style de vie, ça, qu'on cherche. Puis les tiny houses, ben c'est un peu un entre-deux en se disant, je veux avoir mon terrain à moi avec ma maison à moi, mais je veux pas avoir un sous-sol rempli de gogos que je me sers pas. Je veux acheter différemment et je veux dépenser moins d'argent en énergie pour chauffer des pièces qu'il n'y a personne dedans, mettons. Donc, c'est toute cette mentalité-là qui est remise en question ou qui est remise en question quand on décide d'aller vers un style de vie des mini-maisons. C'est une question d'accessibilité également, dans le sens où tu nommes le Canada. Bon, les revenus, oui, mais en même temps, c'est pas si densifié que ça. Ça rejoint un peu l'autre thème de tout à l'heure. Dans un pays où c'est plus populeux, où l'espace est réduit, où les territoires sont définis par d'autres choses, est-ce que c'est pas davantage plus pratique là qu'ici au Canada, ou ici ça peut être applicable juste dans notre région, où il pourrait y avoir des quartiers où des gens louent, par exemple, des lopins de terre pour amener sa tiny house là. Et en vertu de ça, quel rôle pourrait jouer aussi au niveau de la taxation foncière? Est-ce que c'est un rôle économique pour une municipalité? Parce que j'imagine que c'est pas taxé au même niveau qu'une propriété. Vas-y, Mathieu. Ben, en fait, moi, la question que je te poserais, c'est parce que moi et Louis-Philippe, on n'a pas d'enfants. Et toi, tu en as quelques-unes, si je ne me trompe pas, tu en as 2. 44? Je contribue à dépasser le 20 000 à Rivière-du-Loup. Tu joues un rôle actif dans l'augmentation démographique de la région. Très actif. Mais dans ce cas-ci, toi, serais-tu capable de t'imaginer vivre dans une maison de cette taille-là? Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, une tiny house, c'est parfois... C'est 1000 pieds carrés, moi. Oui, 1000 pieds carrés et moins. Quand on parle de tiny house sur roue, ça va être 225, 300 pieds carrés et moins. C'est 20 par 50, donc c'est à peu près une maison mobile. C'est à peu près une maison mobile. Pas de sous-sol, pas de deuxième. Non, mais des roues, cependant. Des roues, mais là, je peux te sauver rapidement. Tu peux avoir un gros balcon aussi. Tu peux avoir un très gros balcon. En hiver, c'est pratique. Des roues, je me disais, des roues, en fait, l'hiver aussi, une tiny house, même si c'est éco-énergétique ou c'est bien isolé, je veux dire, en même temps, est-ce que tu la promènes pour aller au States? Tu la prends, tu la déménages? C'est une question que je me demandais. Non. Normalement, les tiny houses, c'est tu la poses à quelque part puis tu vas vivre là 1, 2, 5, 10 ans. C'est pas de changer à toutes les semaines de place avec son trailer parce que
c'est compliqué la déplacer. Là, tu ne veux pas te promener tant que ça sur la route avec ta maison. Fait que c'est une maison mobile 2.0. Tu fais pas le tour des États avec. Là. Tu vas à une place puis tu t'installes. C'est un stationnement. OK. Mais pour revenir à ta question sur Oui. la famille, effectivement, c'est une des problématiques. Lorsque je disais un petit peu sur les tiny houses, bien souvent, un des avantages, c'est ça. Il disait, bien, utile à héberger un ami, une personne aînée de la famille ou de la visite. En fait, compte, c'est ça qui est compliqué, ou un célibataire, là, ou un couple. Parce que lorsque tu veux faire des devoirs conjugaux aussi, ça doit être difficile. Là. Tu veux agrandir ta famille. On les parle ici de proximités, là. mathématiques. Oui, c'est ça. Si tu veux faire 2 et 4 la prochaine fois, Supposons. il y a une action qui doit enchaîner. Notre préliminaire à la chose. Donc là, tu sais, il y a comme le rapport de proximité aussi qui est comme dans l'espace restreint. Donc, bon, ça dépend du mode de vie de chacun. C'est pas le mien. Moi, j'aime bien avoir cet espace d'intimité-là, ces zones où chacun peut... un enfant, d'ailleurs, il est suggéré d'avoir son espace à lui de jeu dans lequel il peut se recueillir, apprendre à se calmer, hormis toujours l'action. Alors, nous autres, on a un grand carré 30-36 avec un 19 000 pieds carrés de terrain, mais on a 3 enfants, puis c'est des 2 niveaux, c'est un 4 chambres. Et avec ça, nous, ça correspond bien à notre beat de vie parce qu'on aime bien accueillir des gens chez nous, avoir une vingtaine de personnes avec des enfants, jouer dehors. Avec une tiny house sur un petit lopin de terre, on ne pourrait pas faire ce mode de vie. Tu m'as jamais invité quand tu avais 20 personnes. C'est vrai, moi non plus, je n'étais pas invité. Mais ça permet de Mais poser. on peut aller à 30. Fait que je ferai partie de la dernière dizaine de monde. Donc, prochain party, ce sera chez toi et pas dans une tiny house. Moi, ça me fait plaisir. C'est fait pour vous accueillir. C'est parce qu'à un moment donné, si tu veux de la guacamole, t'en faut de la place. Oui, Hein. Mais ça permet quand même de poser les questions parce que quand on vit en région, plus souvent qu'autrement, on a peut-être le luxe de magasiner plus loin qu'on pourrait le faire, supposons, dans la banlieue de Montréal ou dans la ville de Montréal ou encore Vancouver, où le bungalow moyen coûte 700 000 ou du moins coûtait 700 000 il y a quelques années. Donc, quand on a le choix en région de dire, avec un budget plus restreint, je peux avoir grande propriété, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, besoin puis choix, ou vous avez juste dit, on est capable de l'acheter? Mais je comprends les gens à Montréal, exemple, qui voulaient faire des tiny houses, mais dans le centre-ville, où, j'avais vu un petit peu ça, cette nouvelle-là. Mais en région, il y a des maisons, des grands carrés de 1940 à Saint-Épiphane ou à Saint-Arsène qui, éventuellement, sont 60 000 65 000 Oui, il faut remettre de l'argent dedans. Mais une tiny house, grosso modo, c'est à peu près ça, 60 000 pour 1000 pieds carrés. Du neuf versus du vieux, oui, mais de l'espace, des fois, ça vient qu'un terrain aussi grand. Alors là, le choix, la contrainte économique, je pense, n'est pas encore assez forte ici, en tout cas du moins en région, parce qu'il y a beaucoup, si on regarde le niveau de maisons à vendre aussi dans le secteur, il y en a énormément. La population est vieillissante aussi. Il va y avoir de plus en plus de maisons sur le marché. L'accès à la propriété, c'est une problématique. Je ne crois pas que les tiny houses soient une solution à ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui vont être à débâtir ou à déconstruire au cours des prochaines années, en tout cas selon moi. Toi, tu as eu la chance, Louis-Philippe, d'aller au premier festival canadien des mini-maisons qui avait lieu cet été à Lanty, dans les Laurentides. Est-ce que tu as l'impression que les tiny houses, ou du moins la petite habitation, est seulement accessible pour une frange de la population, ou c'est une solution que tu imagines qui est capable de rejoindre plus de personnes? Bien, je pense que c'est pas adapté à tout le monde, ça c'est sûr. Puis, on sait que notre génération a le moins d'argent que la génération d'avant dans les mêmes tranches d'âge, en tout cas les plus jeunes. Comme 25 à 35 ans, on a moins d'argent que nos parents quand ils avaient 25 à 35 ans. Puis, on a de plus en plus de dettes aussi avec l'école et tout ça. Fait que là, quand tu arrives sur le marché du travail, il faut que tu t'achètes une maison, tu as des dettes, puis tu aimerais ça avoir une maison. Bien, c'est vraiment difficile avec le marché qui est vraiment élevé aussi. Je suis d'accord avec ton argument que quand tu arrives à Saint-Paul-la-Croix puis tu as une méga maison pour 60 000, bien, ça sert à quoi d'en acheter une petite au même prix? Dans ces cas-là, ben c'est un choix aussi qui est, à la longue, ta maison, il faut que tu la répares, puis elle te coûte plus cher d'électricité puis de chauffage par année. Tandis qu'une tiny house, c'est vraiment éco-énergétique, c'est assez fou. Moi, j'ai fait un cours de construction Earthship, qui sont des maisons qui utilisent les phénomènes naturels puis la physique pour se chauffer naturellement. Juste la position de la maison est hyper importante. Puis l'orientation des fenêtres et tout ça.
Puis quand tu fais ce cours-là, puis après ça, tu t'en vas dans une ville, tu te rends compte que les maisons, c'est tellement pas efficace, puis qu'on est tout le temps obligé d'être branché. Hein? On ne peut pas être autonome. Puis l'idée d'une tiny house, c'est d'être autonome de la société, que ce soit de niveau en argent, en eau ou en électricité. Tu peux te détacher de ça. Fait que quand je comprends, tu as une famille de 4 enfants, OK, ça ne fit pas, mais il y a d'autres façons. Tu sais, il y a des gens qui ont des gros terrains qui permettent à des gens de venir louer une partie du terrain pour venir vivre en communauté. Puis il y a une cuisine qui est commune, puis fait que tu vis dans ta maison, dans ta petite tiny house, mais tu fais la cuisine avec plein de monde. Ça peut être une autre façon de faire sa vie, tu sais. De ton point de vue, de ce que je comprends, ça peut être une alternative au logement. Parce qu'exemple, au lieu de louer un 4,5 à 675 ou 700 par mois, tu dis, bien, d'ailleurs, je vais avoir un lopin de terre, d'ailleurs, que je n'aurai pas en appartement. Je vais pouvoir être en communauté avec d'autres, donc avoir quand même mon milieu à moi, mais collectif. Sais-tu ce que c'est une alternative au logement qui pourrait poindre par les nouvelles générations? Puis à ce niveau-là, exemple, tu le payes à 60 000 $. Un des principes qu'on avait appris, en tout cas en gestion foncière, j'avais fait ce petit cours-là, c'est-à-dire que tu es mieux de commencer par difficilement, mais de ramasser des sous, puis d'avoir quelque chose qui va se revendre rapidement si tu veux monter d'un deuxième niveau. De t'acheter un bungalow, ça va être dur, il ne pourra jamais coûter 450 000 en valeur foncière. Ton bungalow, il va toujours rester à peu près la même affaire. Donc, faire une swing avec une tiny house, à quel point que ta valeur va monter, une maison mobile, ça ne monte jamais plus que, parce qu'une maison mobile à 100 000, tu commences à être dans un bungalow. Après ça, tu dis, bien, je vais vendre mon bungalow pour avoir plus gros. Fait qu'il va falloir revendre à peu près la tiny house au même niveau pour voir avoir plus grand ou pas. Bon, on en a parlé dans le précédent sujet, puis je me permets de faire un lien avec l'autre discussion qu'on avait. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que je vais devoir le mentionner, moi aussi, j'étais présent au Festival des mini-maisons à Lantier pour tourner une série de 4 épisodes sur une belle compagnie du Kamouraska qui s'appelle Ma Maison Logique, qui, eux, ont décidé d'aller présenter leur premier modèle sur place. Ils ont amené leur mini-maison à 500-600 km du Kamouraska. Mais ce que j'ai revu plus fréquemment aussi, c'est de concevoir l'habitation comme une portion moins imposante de notre vie sociale, une portion moins intégrale de notre manière d'interagir. Je m'explique un peu parce que je suis vague. Mais de dire, si ma maison est plus petite, j'aurai moins envie de passer du temps à l'intérieur parce que je vais devoir aller à la bibliothèque pour chercher mes livres, parce que je vais devoir peut-être aller à une cuisine collective si je veux me faire une grosse bouffe puis ben de la sauce à spag, supposons, ou que je vais devoir aller à l'extérieur parce que j'ai un enfant ou j'ai un copain, ou etc. Puis l'espace est plus restreint. Donc, j'élargis le lieu dans lequel je vis parce que mon habitation de facto est plus restreinte. Est-ce que ça, en soi, ça ne viendrait pas un peu régler la discussion qu'on a eue plus tôt dans l'émission? Que quand on veut bien promouvoir une communauté, quand on veut lui offrir un lieu, ben peut-être aussi il faut retrancher sur l'habitation. Offrir une réalité où je vais être motivé à mettre le pied dehors et aller croiser du monde, aller dans un lieu qui est plus habité. Mais qu'est-ce que je faisais, moi, à ce moment-là? Ça avait l'air le fun, votre festival. C'était pas mal de fun. C'était très, très impressionnant. Bon, je faisais autre chose, moi. La prochaine fois, invitez-moi. Vous voulez venir chez nous? Je vais aller au festival. Mais c'était censé être chez toi au début, mais il y a trop de personnes qui sont venues. C'est ça. Bon, mais pour revenir à ta question d'utilisation du service, effectivement, mais normalement, ce qui est suggéré, c'est qu'il ne faut que tu dépenses plus que 30 % de tes revenus familiales, donc pour l'habitation. Tant mieux si une tiny house réduit ça à 15 ou 20, mais c'est parce que peut-être que des fois, il y a des gens qui étirent l'élastique et Dieu seul sait que les banques font exprès pour te les tirer à 35, 40, 45. Après ça, on s'achète 2 voitures. Après ça, on consomme davantage, on veut Internet, il y a aussi une phase là aussi que pas juste la tiny house va régler. L'utilisation des services, je veux dire, moi-même, je vais à la bibliothèque puis j'ai plein de livres à la maison. Puis, c'est parce que nous, on ne veut pas nécessairement en acheter, donc d'en consommer. Donc, étant donné qu'on paye déjà un service qui est public, bien, je le paye des impôts fonciers, fait que je vais mes taxes, je vais y aller.
Mais c'est le raisonnement. Il y a quand même une responsabilité individuelle de faire cet effort-là. Que ce soit pour aller aux musiques, que ce soit pour aller aux activités. Je veux dire, on ne fait pas venir le théâtre chez soi, même si nous avons fait une expérience à Québec. Là. Mais à un moment donné... Moi, la question que je vois là-dedans, c'est, bien, tu sais, toi, tu as choisi ce mode de vie-là, mais il y en a d'autres qui le voudraient différemment, puis c'est tout correct, tu sais. Puis c'est là que les municipalités, c'est rendu leur rôle à eux d'ouvrir la possibilité de pouvoir venir s'installer avec une tiny house. Puis en ce moment, ben c'est le contraire qui se passe au Québec. Les municipalités n'en veulent pas des tiny houses parce que ça ne paye pas assez de taxes. Puis au final, ils se privent d'avoir des jeunes actifs qui reviendraient en région, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est plus là le problème. C'est pas de dire tout le monde devrait vivre dans des tiny houses et aller à la bibliothèque, là, tu sais. C'est plus comme, ben moi, c'est vers ça que je m'en vais, puis je devrais avoir la possibilité de le faire. Mais on dirait qu'au Québec, tu sais, je dis au Québec parce que j'habite pas ailleurs, mais il y a beaucoup de lois, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben ça nous empêche d'être écologique, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est un non-sens. Puis il y avait un article qui est sorti hier dans Le Devoir, aujourd'hui. Peut-on encore rêver d'une petite ferme familiale au Québec? Puis dans l'article, la réponse, c'est non, parce que il y a trop de quotas, il y a trop de règles, il y a trop de règlements. Ça fait en sorte que les gens, c'est comme si on nous empêchait finalement de revenir en région puis de vivre différemment de ce qui s'est fait avant. Est-ce que c'est pas plutôt c'est pas tant d'être écologique que d'être innovant? Tu sais, les tiny houses, c'était créé à cause qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il fallait répondre, il fallait trouver une sortie. Donc, on a trouvé une sortie. Les municipalités, je pense, fonctionnent sur un mode traditionnel quand il arrive quelque chose, puis qu'ils sont pas outillés parce que les lois, ils veulent pas, puis je peux les comprendre. Par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en charge. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un ou des regroupements, il y en a assez, je pense, qui peuvent le faire, de sensibiliser les élus à cette importance-là. Mais je pense qu'en règle générale, même si on parle d'agriculture, je pense que quand on veut innover, des fermes familiales, c'est parce qu'ils sont capables de voir d'autres choses. Ils parlent de faire même de l'agriculture en serre pendant toute l'année. Mais c'est pas le sujet présentement. Mais, ça va être dans la quatrième, mais je pense que c'est dans l'innovation que des fois, ça devient plus contraignant. Mais pour revenir à ça, plus petit ou plus grand, effectivement, c'est davantage d'être axé sur les besoins, mais en fonction de ses capacités, et que la communauté soit là pour soutenir, je pense, ou accompagner la diversité qui existe sur son territoire. Et sur cette très précise conclusion de Jean-François, on doit déjà mettre fin à ce deuxième sujet de discussion sur l'habitation en région. Une chose est certaine, comme on dit en anglais, « one size doesn't fit all ». Parfois, il faut être capable de s'adapter. Ils vont avoir la traduction en bas de l'écran. Juste en dessous ici. Vous allez le voir. Et puis, dans un instant, ce sera de la chronique culturelle avec Benoît Ouellette. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Comme à chaque épisode de La Meute, on a un segment qui est dédié à la culture. Et pour parler de culture aujourd'hui, je me tourne vers Benoît Ouellette pour une troisième présence à La Meute. Bonjour Benoît. Salut Mathieu. Tu as préparé quand même une chronique chargée. Oui! En bonne information. Oui, c'est ça. Là, on laisse un peu la philosophie pour cette chronique-là et on parle de choses plus concrètes. Oui. Et pour commencer concrètement, oui, sur tes trucs concrets culturels, tu vas nous parler de la réutilisation d'édifices religieux à caractère culturel. Oui, c'est ça. C'est vaste. J'aurais commencé en te souhaitant Joyeux Noël. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parce que tout est décoré Noël là, dans la ville. C'est très beau. C'est vrai. Bon, on se prépare. C'était un petit... je commence sur mon thème principal. Oui, les églises. Les églises. Mais c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt. Sylvain en a parlé un petit peu. C'est vrai? Oui, parce qu'il se posait la question, Sylvain, si vous vous rappelez. Qu'est-ce qui remplace le parvis de l'église pour jaser, pour communier, etc. Et moi, j'ai une réponse à ça. Oui? Oui, une hypothèse peut-être. Je t'écoute. Mais pourquoi Pourquoi ce serait pas les églises eux-mêmes? Elles-mêmes?
C'est comme Ok. la matrice, là. Attention, ben, c'est ça, j'explique mon point, OK? Parce que OK. j'ai sorti plusieurs beaux projets qui se sont faits au Québec, donc ici même chez nous, puis même que j'ai lu des articles de Français, hein, les gens qui habitent la France. Ben oui, normalement, on les appelle qui- les Français. Oui, c'est ça, qui disaient, bon, ben c'est un modèle qui est vraiment incroyable et qui devrait être exporté chez nous. Donc, on sait très bien que les églises sont de moins en moins fréquentées. C'est vrai. Hein? Bon, il y a de moins en moins de monde. Et pourtant, ce sont des édifices grandioses et magnifiques, en pierre. Hein? Avec une acoustique exceptionnelle. Souvent, oui. Oui. Donc, très, très grand. Donc, c'est très beau. Et puis, quand, juste ici à Rivière-du-Loup, quand on passe sur la 20, ce qu'on voit, quand on regarde Rivière-du-Loup, c'est les 3 clochers hein, qui surplombent la ville comme ça, hein, comme des gardiens. Bon. mais on a 3 églises. On a 3 Rivière-du-Loup. Et églises. combien de personnes vont à 8. l'église? Ben, peut-être. Certains Bon. diront, Et ce sont de maladroitement. belles constructions qui ne sont pas assez exploitées. Et je suis allé voir sur le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec. OK? Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent les gens, ou les municipalités, ou peu importe, à repenser leur église ou à réaffecter les églises pour d'autres choses, souvent qui ont un lien avec le communautaire. Hein? On revient avec se parler tout le monde ensemble. Bon. C'est vrai, de Bon. communauté. Et qu'est-ce qui est le plus communautaire ou qu'est-ce qui permet aux gens de se parler ou à philosopher ou à dans notre société là? Je te pose c'est une question. Dans une question! Ah! J'attendais le point d'interrogation. La La culture! Oui! Hein? Ben Tu lis oui, dans mes pensées, ben oui, Benoît c'est une Ouellette. chronique culturelle. Après Ben tout, voilà, on c'est n'est pas vrai. là pour parler de patrimoine religieux. Non. Écoutez, oui, la culture. Quand on regarde un spectacle, on va au cinéma, qu'est-ce qu'on fait après? On s'en parle, on discute. On va à la bibliothèque, on croise quelqu'un, hein, on y jase. Et c'est ce que les gens se sont rendus compte à travers le Québec. Et il y a plein de projets comme ça qui ont transformé leur église en lieu culturel. Un exemple, supposons. Un exemple, à Montréal, à Joliette. Je commence avec un Ok. exemple à Joliette. C'est beau. Parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait bien se faire ici. On sait que notre bibliothèque ici, à Rivière-du-Loup, manque un petit peu d'espace. Et pourquoi ne pas aller dans une église, justement, je sais qu'il y avait des projets en ce sens-là, pour agrandir, hein, puis en faire un lieu là, de partage. La bibliothèque Rina Lanier. Une de mes favorites. Oui, c'est ça. Une célèbre chanteuse country. Non, je sais pas. Moi, je parlais de la bibliothèque plus spécifiquement, là, mais oui. Oui, c'est ça. Donc, la bibliothèque qui était en fait anciennement l'église Saint-Pierre-Apôtre, OK, qui a été transformée en bibliothèque et ça donne une bibliothèque d'une beauté, Mathieu. Tu ne peux pas imaginer. Il y a des fenêtres partout, c'est lumineux, c'est accueillant. Hein? On voit des photos, c'est superbe. Et c'est très apprécié. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un petit pôle aussi communautaire autour de cette église-là. Et donc, ça favorise le développement, hein, l'économie. Il y a des commerces qui ouvrent autour, etc. Donc, c'est bon pour tout le monde. Qui sait, peut-être des jeunes un jour se diront « Hey, allons chiller à l'église. » Ben oui, il faudrait. Un jour, Il faudrait. peut-être. Projet de société. Mhm. Deux autres, très brièvement, deux autres petits projets avant de passer à un autre appel. Le théâtre Paradoxe à Montréal. Oui. Donc, on transforme une église en salle de spectacle. C'est super. Ah, oui, la nef, hein, est devenue la scène. Puis après ça, on a un beau... Puis en plus, ça a toujours une mission, le théâtre Paradoxe a toujours une mission communautaire. Ça donne des formations aux jeunes, il y a des locaux de pratique au sous-sol, etc. Donc, vraiment, là, on reste proche de la communauté. Très intéressant, n'est-ce pas? Excellent exemple. Petit dernier, un petit peu moins culturel, mais quand même très communautaire, le Chic Resto Pop. Oui, Oui, ça sonne bien. ça sonne bien. Où C'est est-ce dans que c'est? Hochelaga Maisonneuve à Montréal encore. Et c'est une église qui a été transformée en salle à manger pour personnes un peu démunies, donc de la bouffe pop finalement. Tu sais, tu connais ce que c'est. Ben oui, c'est... Ben oui. Et donc, c'est très, 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 très beau. Il y a un piano, donc il y a des concerts aussi là-dedans. Et au sous-sol, il y a des cuisines communautaires, dont on a parlé tantôt. Hein? Je fais des liens. C'est incroyable. Donc, vraiment... Les églises les églises... peuvent servir à autre chose. Ça serait bien. Ce serait super. Faut pas perdre ça. Un deuxième sujet que tu voulais Oui. aborder dans ta chronique culturelle, la chasse balcon. Ne pas confondre avec la chasse galerie remixée. Non. C'est autre chose. cette C'est autre fois-ci. chose. Ben, oui, c'est un groupe de musiciens, encore à Montréal, mais qui se déplacent de plus en plus à l'extérieur parce que c'est très populaire. Ce sont des musiciens folkloriques, OK? Qui font de la musique folklorique, hein, qui font danser le monde. Et leur concept, c'est d'aller sur des balcons des gens, dans des résidences privées. Ils D'accord. vont sur le balcon
Et ils se mettent à jouer de la musique et le but, c'est que tout le monde vienne autour. C'est gratuit, tout le monde vienne autour et ils viennent écouter leur musique, dansent, fassent le party. Ben, c'est exceptionnel fun, hein? comme idée. Donc, c'est très, très bien. Et ce sont des musiciens professionnels qui... il y en a même qui ont joué avec la bottine souriante. Donc, et le concept est très original aussi, puisqu'on ne sait jamais quand ça va avoir lieu et où ça va avoir lieu. Donc, tout ce qu'ils font, c'est sur leur site Internet, ils donnent des indices. Proche d'une rue... Avec un trottoir. Avec un puis trottoir, par exemple. Ouais, c'est ça. Des édifices. Et il faut que tu le trouves. Et une fois que tu l'as trouvé, tu assistes à un spectacle absolument incroyable de traditionnel. Donc, on pourrait faire ça ici. Hein. Il y a plein de monde. Moi-même, vrai. j'ai un balcon. Ben, moi, j'ai une guimbarde. Je t'invite. OK. On se partira une compagnie. Mais ça serait bien. musiqueimpromptue.com. Qui sait, peut-être. Et j'ai une petite dernière... Voilà, les deux nomades acoustiques. On Oui, reste c'est dans ça. la même dynamique On musicale. reste encore dans la nomadique. musique. On reste encore dans l'habitation, puisque ce sont 2 personnes de Rivière-du-Loup. Hein. On reste dans la région aussi. OK. 2 musiciens de Rivière-du-Loup qui offrent aux gens, parce qu'on a tous un oncle ou un ami ou, qui, en plein milieu d'une soirée bien arrosée, des fois où on a beaucoup de fun, décide à prendre une guitare dans le coin, emballé et enthousiaste, qui gratte quelques notes, la guitare pas accordée, qui essaie de lancer des paroles qu'il ne connaît pas, qui fausse et qui n'a pas de rythme, qui casse notre party. Hein? Ça t'arrive-tu? 3 fois par jour. Ben non. Moi, j'ai un ami comme ça, Victor Cyr. C'est vraiment une plaie. Donc, eux ils décident, tu sais, au lieu, là, en famille, de se payer un traiteur ou un animateur, mais pourquoi ne pas se payer des musiciens qui viennent? C'est vrai. Hein, qui viennent jouer. Donc, ils offrent un répertoire blues, jazz, des demandes spéciales. Tout est acoustique, donc ils se branchent pas. Ils arrivent chez vous, ils font leur musique. Ça permet de jaser aussi avec les musiciens. C'est vraiment très, très intéressant. Les 2 nomades. Une adresse courriel, studio.voyageur@gmail.com. Si vous voulez, leur donner une commande, là, venez animer notre baptême, admettons. Là. Ben voilà. Écoute, des tunes pour emporter. Ah, C'est ah. super. Benoît Ouellette, merci beaucoup pour cette chronique culturelle. Ça fait plaisir. On est tout aguiché de savoir que bientôt notre patrimoine religieux servira de lieu pour une communauté et pour l'agrandissement de notre vie culturelle. Sinon, d'ici là, promenez-vous dans les rues, qui sait, peut-être pour voir de la musique impromptue, un nouveau groupe qui arrivera au cours des prochaines années dans la région du Bas-Saint-Laurent. Pour vous à la maison, suivez La Meute sur Facebook. Vous pouvez aussi venir profiter des enregistrements qui ont lieu soit au Café Innocent ou bien au Fou Brassant à chaque lundi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à syntoniser ma TV pour le prochain épisode.